Dans les couloirs feutrés du pouvoir et les salons dorés de l'Élysée, une nouvelle vient de tomber comme une bombe dans le petit monde people politique parisien. Nicolas Sarkozy, l'ancien président aux 1000 vies, aux costumes impeccables et aux peines de prison qui s'accumulent plus vite que les unes de magazine, est enfin libre. Les portes de la prison de la Santé se sont refermées derrière lui après des mois de détention pour corruption et trafic d'influence. Et déjà les caméras se braquent sur la sortie, attendant la famille, les larmes, les accolades. Mais au milieu de tout ce cirque médiatique, une silhouette discrète, presque invisible, attire soudain tous les regards. Celle de Giulia, la petite dernière, la fille chérie née en 2011, fruit tardif et adoré de l'amour avec Carla Bruni. Et là, surprise totale. Au lieu des embrassades attendues, au lieu des sourires forcés devant les photographes, Giulia a eu une réaction que personne, absolument personne, n'aurait pu prévoir. Un geste, une phrase, un regard qui a fait trembler la République People. Quelle a été la réaction surprenante de Giulia Sarkozy après la libération de son père? Un bon titre de presse People doit frapper fort, très fort, et surtout promettre ce qu'il ne tiendra jamais vraiment, du drame, du secret, de l'émotion brute. Nicolas Sarkozy libre, la réaction inattendue de Giulia qui choque tout le monde. Voilà le genre de formule qui fait exploser les audiences. Pourquoi? Parce qu'il contient tous les ingrédients du cocktail parfait. D'abord le nom Sarkozy, synonyme de saga familiale interminable, de glamour et de casserole judiciaire. Ensuite l'idée de libération, mot chargé de symboles, presque christique, qui laisse entendre que l'homme a souffert, qu'il a payé, qu'il revient purifié. Et enfin, la cerise empoisonnée, la réaction inattendue de Giulia. On imagine déjà la petite fille de 13 ans, cheveux blonds, yeux clairs, qui fond en larmes ou qui hurle de joie, ou qui, au contraire, reste de marbre. Le lecteur clique parce qu'il veut savoir s'il va assister à une scène d'amour filial déchirant ou à un scandale qui va faire vaciller l'image du clan. Le titre ne ment pas vraiment, il tease. Il promet du sang, des larmes ou du rire, mais surtout il promet qu'on va enfin percer le mystère de cette famille qu'on croit connaître par cœur, alors qu'en réalité, on n'en connaît que la surface lisse et retouchée des photos de magazines. Le but? Faire en sorte que même la grand-mère de banlieue et l'intello du Marais ouvrent le même article en se disant « Là, cette fois, ils vont trop loin, mais je veux savoir. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dès la publication, les réseaux sociaux ont pris feu. Les commentaires fusent. Elle l'a giflé, elle a pleuré, elle a dit qu'elle ne voulait plus le voir. Chacun y va de son fantasme. Le titre a parfaitement rempli sa mission. Transformer une sortie de prison banale, la 10e en 5 ans pour l'ancien président, en événement familial shakespearien. On ne parle plus de justice, de corruption ou de peine planchée. On parle d'une gamine de 13 ans et de ce qu'elle a osé faire ou dire. Le peuple adore quand les puissants retombent au niveau des émotions primaires. Et là, on a touché le jackpot. Mais derrière ce titre racoleur, il y a une vérité bien plus sombre, bien plus lourde que ce que les journaux People osent imprimer. Depuis des années, Giulia vit avec un secret qui lui ronge le cœur. Un secret que même Carla, pourtant si protectrice, n'a jamais totalement percé. Quand on a 13 ans et que son père est Nicolas Sarkozy, on ne grandit pas comme les autres. On grandit avec les gardes du corps, les paparazzis planqués derrière les grilles de la villa Montmorency, les vacances à Capri,
entourée de milliardaires russes et de stars hollywoodiennes. Mais surtout, on grandit avec l'absence. Une absence physique d'abord. Meetings, procès, déplacements, puis la prison. Une absence affective ensuite, parce qu'un homme comme Nicolas Sarkozy, même quand il est là, est rarement vraiment là. Il parle fort, il téléphone sans cesse, il embrasse du bout des lèvres et repart conquérir le monde. Julia a grandi en regardant son père comme on regarde une star, de loin, avec admiration et frustration mêlées. Mais le vrai secret, celui qu'elle n'a jamais dit à personne, pas même à sa meilleure amie, ni à son journal intime, qu'elle brûle régulièrement par peur qu'on le trouve, c'est qu'elle lui en veut, terriblement. Pas seulement pour les absences ou les scandales. Non, elle lui en veut d'avoir fait d'elle une princesse de conte de fées dont tout le monde connaît le nom mais dont personne ne connaît vraiment la vie. À l'école, on la regarde comme une bête curieuse. C'est la fille de Sarkozy, chuchotent les autres dans son dos. Certains veulent être ses amis pour la photo, d'autres la détestent parce que leurs parents détestent son père. Elle a appris très tôt à sourire poliment, à dire merci, à ne jamais pleurer en public. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. Et puis il y a eu cette phrase, entendue un soir, alors qu'elle descendait l'escalier de la maison de Carla à Cap-Nègre. Son père, au téléphone, parlait d'elle comme d'un atout médiatique. « Julia, c'est parfait, elle fait jeune, elle fait innocent, ça passe crème à la télé. » Elle avait 8 ans. Depuis ce jour, quelque chose s'est cassé. Elle a compris qu'elle n'était pas seulement sa fille, elle était aussi son bouclier, son image de père attendri, son alibi people. Et ce secret-là, elle l'a gardé précieusement, comme une arme chargée, en attendant le jour où elle pourrait enfin parler. Parmi toutes les blessures que porte Julia, il y en a une qui dépasse toutes les autres. Une blessure si profonde qu'elle a fini par modeler toute sa personnalité. C'est l'histoire d'un anniversaire. Elle venait d'avoir 10 ans. Toute la journée, elle avait attendu. Carla avait organisé une petite fête discrète, juste la famille proche, quelques amis triés sur le volet. Nicolas avait promis d'être là à 17 heures précises. 17h30, il n'était pas là. 18 heures, toujours pas. Les invités commençaient à partir. Julia, en robe rose à smocks, restait plantée devant la porte, les yeux rivés sur l'allée. À 20 heures, Carla a fini par l'emmener dans sa chambre pour la coucher. « Papa a un empêchement, ma chérie. Il t'appellera demain. » Mais demain, il n'a pas appelé. Il était à Beyrouth pour une conférence rémunérée à 7 chiffres. Julia a pleuré toute la nuit. Le lendemain, les journaux titraient sur la petite princesse oubliée. Des photos volées la montraient en larmes derrière la grille. L'humiliation a été totale. Depuis ce jour, elle a décidé qu'elle ne pleurerait plus jamais pour lui. Elle s'est construit une armure. À l'école, elle est devenue la plus sage, la plus discrète, celle qui ne parle jamais de son père. Elle refuse les interviews, esquive les photographes, baisse la tête quand on prononce le nom Sarkozy. Mais à l'intérieur, la colère n'a fait que grandir. Chaque condamnation, chaque nuit passée en prison par son père, elle l'a vécue comme une revanche froide. « Tu m'as oublié pour ton pouvoir. Eh bien maintenant, c'est le pouvoir qui te bouffe. » Elle n'a jamais dit ça à voix haute, mais elle le pensait si fort que parfois, la nuit, elle en rêvait. Et puis, il y a eu les lettres. Pendant l'incarcération, elle lui en a écrit des dizaines. Des lettres rageuses, déchirantes,
où elle vidait sur son sac. « Tu te rends compte que je n'ai presque aucun souvenir de toi sans caméra? Tu te rends compte que je préfère quand tu es en prison, parce que au moins, là tu ne peux pas me poser un lapin. » Elle les a toutes brûlées, sauf une, la dernière, celle qu'elle a glissée dans la poche de son manteau le jour de la libération, celle qu'elle n'a finalement pas eu le courage de lui donner. Le rapport entre Nicolas Sarkozy et sa cadette n'a jamais ressemblé à celui qu'il entretient avec ses 3 fils aînés. Avec Pierre, Jean et Louis, il y a eu la jeunesse. Les campagnes électorales menées ensemble comme une troupe de guerre. Les conseils politiques tard le soir. Les engueulades viriles et les réconciliations dans le fracas des éclats de voix. Avec Julia, tout est différent. Elle est arrivée tard, quand l'homme avait déjà été président, déjà tout gagné et déjà tout perdu plusieurs fois. Elle est née dans un monde où son père était à la fois un géant et un paria, un héros pour les uns, un voyou pour les autres. Dès le premier jour, Nicolas l'a regardé comme un miracle personnel, une preuve que la vie pouvait encore lui offrir quelque chose de pur, après toutes les souillures. Il l'a prise dans ses bras, à la clinique de la Muette, et, paraît-il, il a pleuré. Pas les larmes discrètes d'un homme politique maîtrisé, non. Des vraies larmes de nouveau-né, bruyantes, incontrôlables. Carla, épuisée mais émue, a murmuré « Calme-toi, Nico, tu vas l'effrayer. » Mais il n'entendait plus rien. Pour lui, Julia représentait la rédemption incarnée. Les premières années, il a été un père poule hallucinant. Il annulait des rendez-vous pour la voir faire ses premiers pas dans le salon de l'Élysée. Il se mettait à 4 pattes sur les tapis persans pour jouer à la dinette. Il chantait des berceuses italiennes d'une voix rauque qui faisait rire les gardes du corps postés derrière la porte. Il voulait tout filmer, tout photographier, comme s'il avait conscience que ces instants étaient volés au temps et qu'ils ne reviendraient jamais. Il l'appelait « mon trésor, ma lumière, la seule chose propre que j'ai faite dans ma vie ». Des phrases qu'il répétait devant les journalistes, devant les amis, devant les caméras, jusqu'à que cela devienne une sorte de mantra public. Et Julia, minuscule, buvait ces mots comme du petit lait. Elle levait ses bras potelés vers lui en criant « Papa !» avec cet accent italien qu'elle avait pris en écoutant sa mère. À cette époque, elle l'adorait sans condition, il était son héros invincible. Puis l'Élysée s'est terminé. Les procès ont commencé. Les absences se sont allongées. Les promesses non tenues se sont accumulées comme des dossiers sur un bureau. Trop de juges. Et Julia a grandi. Elle a vu son père mentir à la télévision, nier des écoutes, accuser la terre entière sauf lui-même. Elle a entendu les adultes murmurer autour d'elle « Il finira en prison, c'est sûr ». Elle a compris, bien avant l'âge où les enfants comprennent ces choses-là, que l'amour de son père était immense mais conditionnel. Il existait tant qu'elle restait la petite fille sage, souriante, photogénique, celle qui faisait fondre les Français quand elle apparaissait à son bras lors des vœux présidentiels. Dès qu'elle grandissait, dès qu'elle posait des questions, dès qu'elle réclamait du temps vrai, il se repliait derrière son téléphone ou derrière ses avocats. L'amour était là, bien sûr. Il explosait parfois en crise de tendresse démesurée. Un voyage surprise à Disney, un collier en diamant pour ses 11 ans, des textos enflammés à 3 heures du matin quand il pensait à elle entre 2 audiences. Mais cet amour-là ressemblait à une fusée, spectaculaire, bruyant, et qui retombait toujours trop vite, laissant derrière lui un silence
assourdissant. Aujourd'hui, à 13 ans, Julia oscille en permanence entre deux sentiments contradictoires. D'un côté, elle sait qu'il l'aime plus que tout. Elle le voit dans ses yeux quand il la regarde, dans la manière dont il se radoucit instantanément dès qu'elle entre dans une pièce. De l'autre, elle sent que cet amour est toxique parce qu'il est possessif, exhibitionniste, et surtout, qu'il ne la voit pas vraiment. Il voit l'image de la fille parfaite, pas la jeune fille en colère qui se cache derrière. Alors elle joue le jeu en public. Elle sourit, elle embrasse, elle dit les phrases qu'on attend d'elle. Mais en privé, elle garde ses distances. Elle répond aux messages avec des émojis, jamais avec des mots. Elle refuse les week-ends en famille quand il y a des photographes. Elle a même demandé à sa mère de ne plus l'appeler princesse devant lui, parce que ce mot, désormais, lui brûle la gorge. Quand Nicolas Sarkozy a été écroué pour la première fois, en mars 2024, Julia avait 12 ans et demi. Elle a appris la nouvelle par une notification sur son téléphone, comme tout le monde. Carla était à New York pour un concert privé. Les grands frères étaient dispersés aux 4 coins du monde. Julia était seule à la maison avec la gouvernante. Elle a lu le titre. Elle a refermé l'application, elle est montée dans sa chambre et elle a fermé la porte à clé. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est assise par terre, adossée à son lit, et elle a fixé le mur pendant 3 heures. La gouvernante a frappé plusieurs fois, inquiète. Julia a répondu d'une voix calme. « Je vais bien, laissez-moi. » Ce soir-là, elle a supprimé toutes les photos d'elle et son père de son téléphone. Pas par colère, par précaution. Elle ne voulait plus voir ce sourire carnassier à côté de son visage d'enfant. Les semaines suivantes ont été étranges. L'école continuait. Les amis faisaient ce semblant de ne pas savoir. Les professeurs évitaient son regard. À la maison, Carla rentrait tous les 15 jours, épuisée par les parloirs, et tentait de parler comme si de rien n'était. Mais Julia posait des questions précises, presque cliniques. Combien de temps encore? Est-ce qu'il peut recevoir des livres? Est-ce qu'il mange bien? Jamais. Est-ce qu'il me demande? Parce qu'elle savait déjà la réponse. Bien sûr qu'il demandait. Il demandait tout le temps. Il envoyait des lettres qu'elle ne lisait pas. Il faisait passer des messages. « Dis à ma princesse que je pense à elle toutes les secondes. » Mais ces mots sonnaient faux à ses oreilles. Ils sonnaient que comme les mots d'un homme qui parle à une image, pas à une personne. Un soir de mai, pourtant. Quelque chose elle a craqué. C'était l'anniversaire de ses 13 ans. Carla avait organisé un dîner intime. Il y avait des ballons, un gâteau énorme, ses cousins préférés. À 21h, le téléphone de Carla a sonné. C'était le parloir. Nicolas avait obtenu une autorisation exceptionnelle pour appeler. Carla a tendu le téléphone à Julia avec un sourire tremblant. Tout le monde s'est tu, Julia a pris l'appareil. Elle a entendu la voix de son père, rauque, fatigué, mais toujours théâtral. « Ma chérie, joyeux anniversaire. Papa est tellement fier de toi. 13 ans, déjà une femme. Je t'aime plus que tout au monde, tu sais. » Silence. Les invités retenaient leur souffle. Julia a regardé le téléphone comme s'il était brûlant. Puis elle a dit très doucement « Merci, papa. Il faut que je raccroche. On coupe le gâteau. » Et elle a appuyé sur le bouton rouge. Carla a blêmi. Les cousins se sont regardés. Julia est retournée s'asseoir, a souri, a soufflé ses bougies. Personne n'a osé commenter.
Mais ce soir-là, dans sa chambre, elle a pleuré pour la première fois depuis le début de l'incarcération. Pas parce qu'il était en prison, parce qu'elle venait de comprendre qu'elle ne ressentait plus rien quand elle entendait sa voix. Pendant les mois qui ont suivi, elle a construit une routine de fer. Court le matin, danse l'après-midi, devoir le soir. Elle refusait toutes les invitations à des événements people. Elle ne regardait plus les journaux télévisés. Elle avait demandé à la gouvernante de bloquer les chaînes d'information. Quand des camarades de classe lui posaient des questions, elle répondait invariablement « Je ne veux pas parler de ça ». Et petit à petit, le monde a fini par l'oublier. On parlait encore de Sarkozy, de ses avocats, de ses recours, mais plus de la petite fille. Elle était devenue un fantôme dans sa propre histoire. Et curieusement, cela lui allait très bien. Le 15 novembre 2025 restera gravé comme l'un des jours les plus surréalistes de l'histoire médiatique française. Il était 10h37 précises quand les portes de la prison de la Santé se sont ouvertes. Nicolas Sarkozy est apparu, costume marine impeccable, malgré les mois passés en détention, cheveux légèrement plus gris, mais le regard toujours aussi vif. Une forêt de micros l'attendait. Derrière les barrières, la famille. Carla, sublime dans un manteau camel, les 3 fils en rang d'oignons, et Julia, toute menue dans une robe noire stricte, les cheveux tirés en arrière, sans aucun bijou. Les caméras zooment sur elle immédiatement. On attend la séquence émotion. Nicolas avance, bras grands ouverts. Carla court presque vers lui. Les embrassades sont longues, filmées sous tous les angles. Les frères s'approchent, tapent dans le dos de leur père, rient nerveusement. Julia reste immobile, à 3 mètres. Les journalistes commencent à murmurer « Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas ». Nicolas se tourne vers elle, écarte à nouveau les bras. « Viens, ma princesse, viens embrasser ton papa. » Le silence est total. On n'entend plus que le cliquetis des appareils photo. Julia fait un pas, puis un autre. Elle s'arrête à 50 centimètres de lui. Elle lève la tête. Ses yeux bleus plongent dans les siens. Et là, d'une voix parfaitement calme, parfaitement audible malgré le brouhaha, elle prononce les 13 mots qui vont faire le tour du monde en moins de 5 minutes. « Tu te souviens de mes 10 ans, papa? Tu n'étais pas là. Tu as 3 ans et 8 mois de retard. » Mais c'est intense d'arrêt. Nicolas reste figé, les bras encore ouverts, le sourire qui se fige lentement sur son visage. Carla pousse un petit cri étouffé. Jean, l'aîné, fait un pas en avant comme pour intervenir. Mais Julia a déjà tourné les talons. Elle passe entre les journalistes médusés, tête haute, sans un regard en arrière, et monte dans la berline blindée qui l'attend. La portière claque, le cortège démarre. Nicolas reste planté là, au milieu de la rue, entouré de caméras qui filment en gros plan la première fois de sa vie où il n'a rien à répondre. En moins de 30 secondes, la vidéo est sur tous les réseaux. Les chaînes d'information interrompent leur programme. Les commentateurs restent sans voix. Sur Twitter, le hashtag #13mots explose. Les gens pleurent, rient, crient « et c'est un trito génie ». Certains parlent de la gifle du siècle. D'autres de la plus belle leçon de dignité jamais donnée à un père. En une phrase, Julia vient de faire ce que des années de procès n'avaient pas réussi. Elle a désarmé Nicolas Sarkozy devant la France entière.
pas avec de la haine, pas avec des cris, avec une simple addition. 3 ans et 8 mois. Le temps exact qu'elle a attendu un père qui n'est jamais venu. Depuis ce jour, la ville à Montmorency vit au ralenti. Nicolas est rentré, mais il n'est plus tout à fait le même. Il parle moins fort. Il ne prend plus son téléphone à table. Il regarde souvent dans le vide. Carla tente de maintenir une forme de normalité. Dîners en famille, promenades au bois de Boulogne, séances photos soigneusement encadrées. Mais Julia refuse presque tout. Elle accepte de vivre sous le même toit, elle dit bonjour et bonsoir, mais les repas en commun sont rares. Elle passe le plus clair de son temps dans sa chambre ou chez sa meilleure amie, dont les parents ont signé un accord de confidentialité en béton armé. Nicolas a essayé plusieurs fois d'avoir une explication. La première fois, il est monté frapper à sa porte, avec un énorme bouquet de roses blanches. Julia a ouvert, a regardé les fleurs, puis lui, et a dit simplement « Les fleurs, ça ne rattrape pas les anniversaires, papa ». Elle a refermé la porte. La deuxième fois, il a laissé une lettre de 10 pages sous sa porte. Elle l'a lue, l'a pliée en 4, et l'a glissée dans le tiroir de son bureau sans répondre. La troisième fois, il a pleuré, vraiment pleuré, devant elle. Des larmes d'homme de 70 ans qui comprend enfin ce qu'il a détruit. Julia l'a regardé, longuement, sans bouger. Puis elle a dit « Je ne te déteste pas, je suis juste fatiguée d'attendre. » Et elle est partie. Carla, déchirée, alterne entre les deux. Elle sait que sa fille a raison. Elle sait aussi que son mari est en train de vivre la plus grande épreuve de sa vie. Perdre l'amour inconditionnel de son dernier enfant. Elle organise des médiations familiales discrètes avec une psychologue spécialisée dans les familles exposées. Les séances sont rudes. Nicolas parle, parle, parle. Il se justifie, il pleure, il promet. Julia écoute, parfois hoche la tête, parfois dit simplement « Je verrai ». Un jour, elle a lâché. « Je ne veux pas que tu changes pour me récupérer. Je veux que tu changes parce que tu as compris. Et pour l'instant, je ne suis pas sûr que tu aies compris. Pourtant, il y a des signes. De tout petits signes. » Un matin, Julia a descendu elle-même le plateau du petit déjeuner de son père jusqu'à son bureau. Un autre jour, elle a accepté de regarder avec lui un vieux film de Louis de Funès, leur rituel d'autrefois. Une fois, très tard le soir, Carla les a trouvés tous les deux dans la cuisine, en train de manger des céréales directement dans le paquet, en silence. Ils ne se parlaient pas encore vraiment, mais ils étaient là, ensemble, dans la même pièce, sans caméra. L'avenir reste incertain. Julia grandit vite. Elle parle déjà de partir un an aux États-Unis pour ses études, loin, très loin de la France et de son nom. Nicolas, lui, a rangé les costumes trop clinquants et repris ses lunettes de lecture. Il écrit beaucoup. On dit qu'il prépare des mémoires, mais ceux qui l'ont vu disent qu'il écrit surtout des lettres. Des lettres qu'il n'envoie pas encore. Des lettres qui commencent toutes par la même phrase. « Ma Julia, le jour où tu seras prête à les lire. » Un jour peut-être, elle les lira. Un jour peut-être, elle pardonnera. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle construira sa vie loin de lui, avec la force tranquille de celle qui a appris très tôt que l'amour ne se décrète pas. Il se mérite, minute après minute, anniversaire après anniversaire. Ce qui est sûr, c'est que la petite fille qui courait dans les jardins de l'Élysée en criant « Papa » n'existe plus. À sa place,
il y a une jeune femme en devenir qui a décidé, à 13 ans, que son histoire s'écrirait d'abord avec ses propres mots. Et cela, ni les procès, ni les caméras, ni même l'amour immense et maladroit de son père ne pourront jamais l'en empêcher.